Madame la secrétaire générale du Forum Génération Égalité, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Monsieur le délégué interministériel, Madame la secrétaire générale de la mission interministérielle, Mesdames et Messieurs en tous les nombreux grades et qualités, nous sommes réunis ici ce soir pour des vœux. Et comme disait qui vous savez, je crois aux forces de l'esprit et avec l'écho ça a un sens particulier ce soir, mais plus précisément je crois à la puissance de la volonté et je crois au souhait. Je crois que lorsqu'on dit aide-toi, le ciel t'aidera, c'est vrai, et je crois que lorsqu'on met de l'énergie à souhaiter quelque chose à quelqu'un, eh bien il y a plus de probabilité pour que cette chose advienne. Et donc je voudrais vous formuler des vœux ce soir. D'abord pour 2020, je vous souhaite la santé. Ça paraît être un vœu extraordinairement banal. C'est un vœu banal quand on n'est pas malade. Et je vais essayer de vous parler avec traquée, persistance et quelques micros. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous ce soir, ce vœu de la santé n'est pas un vœu banal. Je vous souhaite donc évidemment la réussite dans vos projets, la joie, l'engagement, l'amour, parce que si nous ne nous aimons pas les uns les autres, et bien tout ce que nous faisons sera vain. Et donc j'adresse une pensée chaleureuse également à celles et ceux d'entre vous ce soir qui font le Dry January et leur indique qu'il y a de l'eau minérale et des chansons qui sont servies. Il y a une phrase de communicant que j'aime beaucoup qui dit « Martin Luther King n'a pas dit « j'ai une feuille de route », il a dit « j'ai un rêve ». Et donc je vais essayer de ne pas vous exposer ma feuille de route pour 2020, peut-être de partager mon rêve, mais aussi quelques projets, parce que je crois que vous êtes là ce soir aussi pour partager ensemble des projets pour l'année 2020. Comme vous le savez, depuis 2 ans et demi, le gouvernement est mobilisé avec le président de la République dans le cadre de la grande cause de son quinquennat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois qu'on peut dire que malgré les attaques contre leurs droits, notamment par un populisme rampant partout dans le monde, les femmes se sont révoltées ces dernières années contre les violences qui leur sont faites. Le mouvement MeToo a été une vague, mais moi j'ai été surprise que cette année certains soient surpris que des femmes aient encore des choses à partager. Comme si avec MeToo, la totalité des femmes de cette planète avaient partagé tout ce qu'elles avaient à dire sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc je pense évidemment à la manière dont nous avons fini l'année 2019 avec les mots très forts d'Adèle Haenel, mais à la manière aussi dont nous avons commencé 2020 avec les mots tout aussi forts et écrits de Vanessa Springora. On a parlé avec MeToo de libération de la parole, et vous savez que je préfère parler de libération de l'écoute parce que j'ai le sentiment que les femmes parlent depuis des générations et que ce qui nous a manqué, ce n'est pas la parole, c'est plutôt l'écoute en face. Et donc le gouvernement est à la tâche pour libérer cette écoute et pour faire en sorte qu'il y ait une plateforme de signalement aux policiers et aux gendarmes disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les policiers et les gendarmes soient mieux formés et que la parole puisse donc, comme on le dit, être libérée, mais surtout l'écoute, et que les violences sexistes et sexuelles subies par les femmes depuis trop longtemps soient enfin prises en charge. Depuis plus de 10 ans, des associations féministes demandaient un Grenelle des violences conjugales. Grâce à la mobilisation de ces associations, grâce à notre action commune, nous l'avons créé ensemble. Et le 3/9/19, le Premier ministre Édouard Philippe a lancé ce Grenelle des violences conjugales. Vous savez que cette date n'a pas été choisie par hasard, elle a été choisie en référence au numéro d'écoute du 3919. Je rappelle qu'avant le Grenelle des violences conjugales, 8% seulement de la population connaissait le numéro du 3919. Et après le Grenelle des violences conjugales, aujourd'hui, c'est plus de 60% de la population qui identifie ce numéro. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que mon premier déplacement de l'année 2020 se fasse auprès des écoutantes du 3919 qui mènent un travail remarquable. Et je voudrais donc en profiter ce soir pour saluer la Fédération nationale Solidarité Femmes et les équipes de Françoise Ollier qui mènent un travail remarquable puisque les appels au 3919 ont augmenté. Et on peut s'en réjouir, ça veut dire qu'il y a un réveil et un appel. Elle me disait que de plus en plus de témoins, de proches de femmes victimes de violences appellent, mais c'est aussi une situation particulière pour elles puisqu'elles deviennent un petit peu la porte d'entrée de toute personne ayant une question sur la question justement des violences sexistes et sexuelles. Lorsque je suis arrivée en 2017, j'ai constaté que le numéro du 3919 ne pouvait pas répondre à 100% des appels et c'était pour moi inadmissible de penser qu'une femme qui allait avoir le courage prendre son téléphone et d'appeler le 3919, eh bien, son appel allait sonner dans le vide et que personne n'allait répondre. Et donc le gouvernement a considérablement augmenté les moyens à plusieurs reprises du 3919 avec un objectif
de 100% de réponses reçues et on est en ce moment à plus de 90%. Et j'étais avec Mounir Majoubi au 3919 et il nous expliquait que 90% de taux de réponse, c'est mieux que la plupart des centres d'appel des services clients des nouvelles technologies qui existent dans notre pays. Et donc je crois qu'on peut saluer encore une fois leur professionnalisme. Mais nous voulons aller plus loin et nous voulons faire en sorte que ce 3919 soit accessible 24 heures sur 24, y compris aux personnes en situation de handicap et adapté aux particularités des Outre-mer. C'est un des objectifs de fin du Grenelle des violences conjugales. Je voudrais saluer toutes les personnes ici qui ont pris part à ces débats et à ces groupes de travail dans le Grenelle des violences conjugales parce que vous avez fait émerger des propositions ambitieuses pour mieux prévenir les violences, pour mieux accompagner les victimes. Et je voudrais particulièrement ce soir remercier à travers Hélène Fournon-Petrescu, la chef de service, l'ensemble des agents et des fonctionnaires dans toutes les administrations parce que ces fonctionnaires ont fait preuve de vision, d'ambition, d'agilité et d'efficacité et c'est aussi grâce à leur travail de coordination que nous avons pu aboutir à quelque chose de solide en sortie du Grenelle des violences conjugales. Cela va de l'accentuation des formations des forces de l'ordre et plus largement de tous les personnels jusqu'à la levée partielle du secret médical pour alerter sur les violences conjugales, à la grille d'évaluation du danger que nous avons lancée avec Christophe Castaner à l'école de gendarmerie à Chaumont pour faire en sorte que toutes les forces de l'ordre soient désormais formées. Nous, ici dans cette pièce, nous sommes convaincus qu'il faut agir toujours plus et toujours mieux face aux violences que subissent les femmes. Mais j'appelle de mes vœux ce soir le réveil de l'ensemble des strates de la société. Parce que nous sommes engagés, mais il faut que l'ensemble de la société se réveille et s'engage. Je vous donne un exemple, la question des téléphones grave danger, dont le financement a été sécurisé par le gouvernement, par le ministère de la Justice, dont beaucoup d'entre eux dorment en ce moment même dans des placards parce qu'ils ne sont pas attribués par décision de justice. De nombreux nouveaux dispositifs que vous avez construits vont être mis en place. Ils figurent dans une proposition de loi des députés Guillaume Bouffier-Cha et Bérangère Couillard. Cela sera débattu dès demain et je souhaite que les dispositifs entrent très rapidement en service. Je voudrais en profiter pour saluer d'ailleurs l'entrée du mot féminicide, si ce n'est dans la loi, dans le petit Robert, mot de l'année 2019. Je crois que, comme dit Napoléon Bonaparte, les mots sont tout. En tout cas, les mots sont importants et je crois que c'est nécessaire pour rendre visible ce phénomène. Et comme Ernestine Ronnet, que vous connaissez et qu'on ne présente plus, je crois qu'il y a une difficulté pour la société à penser les hommes violents. C'était d'ailleurs une question que j'avais posée il y a quelques années en titre de travaux de recherche. La question que je posais, c'était où sont les violeurs? Et la réponse était manifestement pas majoritairement en prison. Et je crois que ce changement de paradigme, nous devons l'opérer, c'est-à-dire nous intéresser à la manière dont la société traite, considère, prend en charge les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Je crois que nous devons intervenir pour prévenir les violences sexistes et sexuelles et ensuite pour empêcher la récidive. L'État ne s'était pas jusqu'à présent, et je m'inclus dedans, préoccupé d'empêcher la récidive des hommes auteurs de violences conjugales. À Arras, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, j'ai pu rencontrer un centre qui s'est mobilisé, qui le fait et qui a fait baisser la récidive de 60%. Je souhaite donc que d'ici la fin du quinquennat, comme à Arras, chaque région de France dispose d'au moins 2 centres de prise en charge des hommes auteurs de violences conjugales. C'est une décision collective issue de ce Grenelle des violences conjugales et nous allons y parvenir via un appel à projet que nous accompagnerons dans les semaines à venir. Ce Grenelle des violences conjugales, c'était une mobilisation inédite et je crois qu'elle doit perdurer. Je sais pouvoir compter sur l'implication de chacune et chacun d'entre vous ici ce soir et je voudrais vous dire de nouveau que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer les violences contre les femmes, mais ne pourra pas tout seul et a besoin véritablement de l'implication de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Je crois que ce Grenelle des violences conjugales, c'est aussi une nouvelle manière d'agir ensemble, de décloisonner, de dialoguer, comme a été le grand débat impulsé par le président de la République. Travailler en collectif, nous écouter les uns les autres, sortir des postures. C'est ce que nous avons fait en organisant une conférence inversée sur la question des mères isolées, avec les mères isolées sur la scène et dans la salle, des décideurs, des patrons, des ministres, des élus, des préfets, des hauts commissaires, écoutant la parole des mères isolées. Et c'est sur cette base, et sur la base des revendications des Gilets jaunes, que nous avons commencé à travailler sur la question du paiement des pensions alimentaires pour ces mères isolées.
Le président de la République s'est engagé l'an dernier à mettre un terme à ces violences économiques que subissent les femmes. Le non-versement d'une pension alimentaire, c'est un délit, je tiens à le rappeler. Et à partir de mi-2020, via le travail que je mène avec ma collègue Christelle Dubos, qui est secrétaire d'État chargée de la question des solidarités, eh bien la pension sera versée automatiquement, donc de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, sans que les mères isolées n'aient besoin de passer par tout un système beaucoup trop compliqué et beaucoup trop bureaucratique pour être efficace. Ce dialogue, nous avons donc retiré une méthode, et cette méthode, elle doit être, je crois, au service d'un mantra, d'un mot d'ordre, qui est ne rien laisser passer. Vous avez peut-être remarqué que depuis plus de 2 ans, nous sommes quelques-uns à ponctuer nos interventions de ce mot d'ordre, ne rien laisser passer. Et je voudrais vous dire ici comment ce mot d'ordre s'est imposé à moi. En fait, j'étais en train de parler avec un politologue. J'avais été nommée au gouvernement il y a quelques semaines. Et ce politologue m'expliquait « On ne vous comprend pas, nous ne vous comprenons pas. Nous, c'était le monde des politologues et vous, c'était moi, la personne qui arrive dans ce monde politique et parfois policé. » Et il me dit « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous intervenez sans cesse. Pourquoi dès qu'il se passe quelque chose qui concerne une femme, vous êtes obligé de dire non, ça c'est pas possible, non, ça c'est interdit, ça c'est inadmissible, ça c'est de la culture du viol, ça c'est du victime blaming. Pourquoi vous faites ça? C'est déconcertant, c'est pas la manière dont normalement interviennent les responsables politiques. Et on a l'impression que vous courez après toutes les balles. Et je lui dis, mais oui, absolument, je cours après toutes les balles. Comme disait Oscar Wilde, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Et je lui dis, mais c'est dans mon caractère, je ne veux rien laisser passer. Et ce politologue m'a dit à ce moment-là, dans ces cas-là, expliquez-le aux gens. Expliquez-le aux gens comme moi, qui pour l'instant ne vous comprennent pas, et qui peut-être comprendront qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes fofolle, comme on dit de toutes les femmes qui sont engagées, mais c'est parce que vous avez une stratégie, vous êtes déterminée et que vous ne voulez rien laisser passer. À partir de ce moment-là, dès lors que je suis intervenue, j'ai rappelé ce mantra, ne rien laisser passer, et j'ai le sentiment de me faire peut-être mieux. Et donc, ne rien laisser passer, c'est ne rien laisser passer aussi, par exemple, du harcèlement de rue. Et c'est pour ça qu'avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, nous avons mis en place une loi qui verbalise le harcèlement. À ce moment-là, peut-être que vous en rappelez également, certains nous disaient ce sera impossible. Vous savez, c'est comme dans la pub, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais de verbaliser le harcèlement de rue. Et bien, 1 an et demi après la mise en œuvre de cette loi, nous sommes à plus de 1000 verbalisations du harcèlement. Ça veut dire qu'à plus de 1000 reprises, un policier, un gendarme a considéré que ce qu'il voyait sous ses yeux était du harcèlement de rue et n'était pas acceptable, et qu'il a à son tour décidé de ne rien laisser passer et de verbaliser cette situation. La France est donc le premier pays au monde à avoir verbalisé le harcèlement de rue et à avoir prouvé que cette verbalisation pouvait être mise en œuvre grâce à la volonté des forces de l'ordre que je voudrais ici saluer ce soir. Cette loi a également permis de modifier et de compléter les dispositions existantes. Je pense à un engagement de campagne présidentielle que le président avait pris, celui d'augmenter les délais de prescription pour les victimes de viol, il est désormais passé à 30 ans, mais aussi de permettre de mieux qualifier les viols commis sur mineurs et notamment sur mineurs de moins de 15 ans. Je n'ignore pas les débats et les demandes des associations à ce sujet, et comme je m'y étais engagée, nous avons maintenant le recul nécessaire pour savoir si cette loi, oui ou non, a été efficace, oui ou non, doit être encore améliorée. Et donc je confie avec Nicole Belloubet, sous l'autorité du Premier ministre, une mission parlementaire à la députée de Marseille, Alexandra Louis, qui devra nous rendre son rapport dans quelques mois et qui mènera un travail important puisqu'elle est elle-même une ancienne avocate et qu'elle a été rapporteure de cette loi pour savoir si oui ou non cette loi a permis d'évoluer. Avec Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, nous avons également une ambition, celle de tout faire pour éradiquer les menaces psychologiques et physiques qui pèsent sur les enfants. J'en veux pour preuve les dispositifs légaux qui ont été portés par mon collègue Adrien Taquet, mais aussi la mise en œuvre du premier plan gouvernemental contre l'excision. D'après les derniers chiffres, 125 000 jeunes filles vivent excisées en France. Et c'est un véritable fléau que nous devons combattre aussi bien ici que partout dans le monde. Il n'y a aucune coutume, aucune tradition qui ne justifie qu'une petite fille ou qu'une femme soit mutilée. Grâce au courage et à l'engagement de tous ceux et toutes celles qui luttent au quotidien contre les mutilations sexuelles féminines, et je pense particulièrement à Zaria Touba et à l'engagement qu'elle porte depuis de nombreuses années, nous avons pu lancer un plan de lutte contre l'excision, prévenir ces mutilations, améliorer
la santé des femmes victimes et sensibiliser l'ensemble de la société. Et je voudrais ici saluer nos partenaires, dont peut-être certains sont présents, la Fédération GAMS, l'association Excision Parlons-en, l'ONG Equipop ou encore le Collège national des gynécologues obstétriciens français et la Maison des femmes. Ce combat, comme tous les autres qui concernent les droits des femmes, nous le menons en France et à l'international. Parce qu'en fait, quel que soit le pays dans lequel une femme vit dans le monde, elle est partout moins bien traitée que si elle était un homme. Dans le pire des cas, eh bien, elle va être mutilée, voire parfois mariée de force, ou encore pire, réduite en esclavage. Mais même dans le meilleur des cas, dans un pays riche, occidental, un pays comme la France, eh bien, elle subira moins de mutilations, même si, on l'a dit, il se pourra qu'elle les subisse aussi, mais en tout cas, elle s'acquittera de la majeure partie des tâches ménagères, elle sera moins bien rémunérée qu'un homme à poste égal, et elle sera plus souvent critiquée sur son apparence physique ou sur sa vie personnelle. Et donc ce combat, je crois qu'il se mène en France et partout dans le monde, c'est le sens de la diplomatie féministe voulue par le président de la République et que nous menons avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Drian. J'observe par ailleurs qu'aucun pays dans le monde n'a atteint l'égalité entre les femmes et les hommes. Aucun. Il y a des pays dans lesquels le partage des tâches ménagères se fait mieux, des pays dans lesquels il y a moins d'inégalités salariales, mais il n'y a aucun pays où vous ayez une égalité parfaite entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça que le président de la République a appelé à l'ONU, devant les chefs d'État du monde entier, à faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause mondiale. Et comme je l'ai alors dit à l'ONU, France is back and so is feminism. Je crois que ça s'est traduit par un certain nombre de décisions et d'actions, et je voudrais ici saluer par exemple Asia Bibi qui avait été condamnée à mort en novembre 2010 pour des délits de blasphème, et qui a été libre en octobre 2018. C'était une grande victoire pour les droits des femmes partout dans le monde. Je voudrais également rappeler le soutien de la France à l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, qui est actuellement en prison. Et le fait que le président de la République ait choisi de la citer, de la nommer à plusieurs reprises, et qu'au nom de la France, j'ai pu rappeler son soutien à la tribune de l'ONU, est un signal, je crois, fort. Par ailleurs, la France a accueilli cette année 100 femmes yézidis, victimes de Daesh, avec leurs enfants, comme le président de la République s'était engagé auprès de Nadia Mourad, prix Nobel de la paix. Nous avons également remis en 2019 à Madame Aïssa Doumara, femme camerounaise qui lutte courageusement contre les mariages précoces et toutes les violences, le premier prix Simone Veil. C'est aussi l'action que nous menons en menant une campagne de ratification mondiale de la Convention d'Istanbul par tous les États, en Europe et ailleurs, et l'action que mène Nathalie Loiseau avec les députées européennes au Parlement européen, avec la mise en œuvre du pacte Simone Veil. À travers l'Agence française de développement, nous avons également œuvré à l'émancipation économique des femmes, notamment en Afrique et au Sahel, et je voudrais rappeler que la France est le premier pays contributeur au fonds Mukwege, co-prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad, qui vise à lutter contre les violences sexuelles perpétrées pendant des affrontements armés. En 2020, nous allons prendre un nouveau tournant dans cette diplomatie féministe et dans la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la planète. En juillet, la France invite le monde au Forum Génération Égalité que nous co-présidons avec le Mexique et qui se tiendra à Paris, très exactement, porte de Versailles. Ce sommet placé sous l'égide d'ONU Femmes, organisé par l'ambassadrice Delphine O, que je tiens à saluer, intervient 25 ans après le forum de Pékin qui avait déjà permis une prise de conscience significative. Et nous créons en ce moment même des coalitions d'États sur différents sujets de femmes et climat, jusqu'à la question des droits sexuels et reproductifs, en passant par l'éducation des petites filles. Ces rencontres internationales, elles nous permettent d'impulser un changement. J'en veux pour preuve le travail exemplaire réalisé par les membres du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes du G7. À cet égard, je voudrais saluer, sinon tous les membres, en tout cas celles et ceux qui sont présents ce soir, Assia Benziane, Caroline Forest, Brigitte Grézy, Grégoire Terry. J'espère que je n'oublie personne, mais si vous êtes là, sachez que je vous salue. Et j'adresse depuis Paris à tous les autres membres qui sont retenus partout dans le monde mes pensées les plus chaleureuses et mes remerciements parce que votre conseil a établi un benchmark des lois les plus protectrices pour les femmes dans le monde. Et c'est ça qui a donné lieu au partenariat de Biarritz porté par le président de la République au G7. Ça nous a permis d'obtenir la signature de tous les pays, incluant les États-Unis d'Amérique, sur la base de recommandations. Dans ce cadre, la France a fait le choix de travailler sur la question de l'émancipation économique.
Et avec Bruno Le Maire, nous avons lancé une grande consultation sur la question de l'égalité femmes-hommes dans l'économie. Je vous invite, si ça n'est pas encore fait, à y participer sur le lien femmeseco.mec.org. À ce jour, nous démontrons 65 000 participations. C'est une participation record pour une loi citoyenne. Et donc, je vous invite, vous également, à participer et à poster votre contribution. Parmi les propositions qui me tiennent à cœur dans le cadre de cette loi, je voudrais évoquer par exemple le congé paternité, qui peut se satisfaire de 11 jours seulement. Quel message envoyons-nous aux futurs pères sur leur implication dans la famille avec un congé si court? Donc je souhaite que nous puissions l'aborder et nous verrons si les réponses aux consultations sont allées également dans ce sens. Par ailleurs, nous allons agir sur la question des quotas. Je suis très favorable aux quotas, parce que quand il n'y a pas de quotas, on observe que c'est la jungle. Très souvent, on nous dit « non mais il faudrait que seule la compétence compte ». Ça voudrait dire qu'en fait, la compétence à la direction de l'immense majorité des entreprises françaises, elle est du côté des hommes et pas du côté des femmes. Je ne le crois pas. Par ailleurs, on nous dit aussi très souvent, c'est souvent les mêmes réflexions qu'on nous fait, et donc on entend très souvent aussi, mais ça veut dire qu'on va nommer des femmes parce qu'elles sont des femmes. Ce à quoi je ne me lasse pas de répondre, et je ne me lasserai pas de répondre en 2020, que pendant des générations, on a nommé des hommes parce qu'ils étaient des hommes, et que peut-être nous pourrions, quelques générations, essayer de faire l'inverse. Enfin, certains nous disent à cet égard, oui mais c'est très souvent des hommes, c'est très vexant pour une femme d'être nommée parce qu'elle est un quota. Alors en fait, ce qui est très vexant, c'est de ne pas être nommée du tout. Moi personnellement, je préfère être nommée au titre d'un quota et démontrer mes compétences. Ceci dit, vous aurez remarqué qu'on nous demande toujours de démontrer 2 fois plus nos compétences qu'on soit nommé par un quota. Donc je crois que la loi Copé-Zimmermann a permis à la France de faire un grand bond en avant en matière de direction des entreprises, et donc avec Bruno Le Maire, que je remercie très chaleureusement pour son engagement dans ce combat, nous allons défendre la place des femmes, y compris s'il faut en passer par des quotas. Bruno Le Maire et moi-même, nous avons reçu un excellent rapport remis par Brigitte Grézy et par la présidente de la commission parité Agnès Arcier, que je salue également, qui établit à cet égard plusieurs recommandations très intelligentes pour nous permettre d'étendre les dispositions de la loi Copé-Zimmermann au COMEX et au COSIR. Par ailleurs, Chiara Corazza, directrice générale du Women's Forum, remettra également prochainement son rapport sur la place des femmes dans les nouvelles technologies, qui est un autre défi qui nous attend, parce que les nouvelles technologies ne peuvent pas rester ce monde de la broculture et doivent évidemment s'ouvrir aux femmes. C'est une question d'égalité, mais c'est aussi une question, je crois, d'économie et d'innovation. Dans son discours des Vœux aux Français, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité de mettre un terme aux discriminations, en rappelant qu'il en va de l'unité de la nation. Les discriminations contre les femmes, mais l'ensemble des discriminations. En France, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Chacun doit pouvoir accéder au même logement, postuler aux mêmes emplois, sortir dans les mêmes restaurants, et ce, quelles que soient nos couleurs de peau, religion, orientation sexuelle, réelle ou supposée. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, nous savons toutes et tous que c'est loin d'être le cas, et qu'en France, chaque jour, des citoyens voient commenter leur CV d'un. Alors, moi, je ne suis pas raciste. Par contre, par rapport à mes clients, ça peut être compliqué, ou entendre le tristement célèbre « Non, désolé, c'est complet » à l'entrée d'un restaurant qui, manifestement, est désert. De trop nombreuses personnes sont encore discriminées, privées de l'accès à leurs droits, de la simple raison de leur origine, à la couleur de leur peau, des actes les plus anecdotiques comme ce choix d'une place dans un bar, au plus grave comme accéder à un emploi ou à un logement. Je veux le redire ici, il n'y a pas de petite discrimination. Toute discrimination est un coup de canif dans le pacte social et nous avons le devoir d'y mettre un terme. Que vous vous appeliez Marie, Assia, Méline, que vous viviez en couple avec une femme, célibataire, sans enfant, avec un homme, que vous veniez d'un quartier huppé ou que vous ayez un code postal d'une ville de banlieue, vous devez pouvoir bénéficier des mêmes droits, avoir accès aux mêmes opportunités. C'est notre devoir républicain de vous le garantir et de lutter contre ces inégalités de destin. Lutter contre les discriminations, lutter contre les assignations à résidence pour permettre à chacune et chacun de se réaliser, c'est le sens de notre engagement politique et c'est le sens de l'action que nous menons collectivement. Je crois que pour lutter contre ces discriminations, il nous faut agir très fortement. Et donc je travaille en ce moment même avec l'ensemble des ministres concernés pour construire, avec les acteurs engagés, avec les associations, la toute première stratégie gouvernementale de lutte contre les discriminations.
celui des Lumières, celui des droits humains, et lutter contre les discriminations et les haines, c'est permettre à chaque citoyenne, à chaque citoyen d'être reconnu pour ce qu'il est, ni plus ni moins. C'est aussi lutter contre le communautarisme parce que lorsqu'un individu se sent rejeté par la République, il peut être tenté de s'organiser en marge de celle-ci. Et rappelons-le ici, chers amis, il n'y a qu'une seule communauté en France, c'est la nôtre, c'est la communauté nationale. En 2019, nous avons créé avec Julien Normandie, le ministre de la Ville et du Logement, la brigade anti-discrimination, la BADI, première action collective. Je tiens à remercier très chaleureusement les associations et notamment SOS Racisme, la LICRA, le MRAP, Droit d'urgence, SOS Homophobie et tant d'autres qui ont accompagné la création de cette brigade anti-discrimination avec pour conviction la volonté de dire très simplement, mais très clairement et très fermement aux personnes discriminées que l'État est de leur côté, que la discrimination n'est pas une option et n'est pas une option. À l'occasion de la présentation de la première stratégie de lutte contre les discriminations, je compte sur notre envie de mener ensemble ces combats qui nous sont chers parce que c'est aussi cela, faire vivre, faire advenir l'égalité, non pas comme un concept éthéré, mais véritablement comme une réalité. J'en profite pour saluer le travail qui a été mené à cet égard par plusieurs de mes collègues, et notamment la ministre des Sports, pour le combat contre les discriminations et contre l'homophobie dans les stades a marqué, je crois, l'année 2019. Et le travail de testing important mené par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui s'attelle à faire en sorte, via les emplois francs et via d'autres dispositions, que chacune et chacun puisse pouvoir saisir sa chance. Je voudrais ici également saluer le travail de la DILCRA, et du délégué interministériel Frédéric Potier, dont nous connaissons toutes et tous ici l'engagement, et nous savons pouvoir compter sur lui, sur son talent, sur son engagement et sur celui et ceux de son équipe, et je les en remercie à travers le délégué interministériel. Avant de conclure, je voudrais vous faire part d'un vœu. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que la saison des vœux, il faut la prendre au premier degré, et donc je voudrais pour cela poser une question. Je sais qu'ici, si je vous demande qui connaît Ada Lovelace, beaucoup connaîtront la réponse. Mais je ne sais pas qui parmi vous sait par exemple qui était Eleanor Raymond ou Maria Callas qui ont mis au point la première maison solaire autonome en 1947. Je ne sais pas si nous savons toutes et tous ici, et si au dehors des murs de cette éminente maison, nous savons depuis quelle année les femmes ont légalement le droit de participer à des matchs de foot. Je crois que pour savoir cela, pour transmettre cela, nous devons redonner toute leur place aux femmes dans le récit national. Parce qu'elles font partie du matrimoine, comme certaines et certains disent aussi, et constituent autant de rôles modèles pour notre génération et pour les générations à venir. De nombreuses organisations, d'experts, d'historiennes, d'artistes s'y attellent. Mais je voudrais aller encore plus loin. Comme dans d'autres pays, je voudrais mieux valoriser la place des femmes dans l'histoire, dans les sciences, dans les arts, bref, dans notre pays. Et pour ce faire, je souhaite que nous puissions commencer en 2020 à travailler à la création d'un musée de l'histoire des femmes, en lien avec le ministre de la Culture, Franck Riester, et je réunirai dans les semaines à venir un groupe d'expertes pour pouvoir en dessiner ensemble les contours. Mesdames, Messieurs, l'année qui vient de s'écouler, les 2 ans et demi d'action que nous avons menés avec le gouvernement, nous avons pu les réaliser ensemble, grâce à votre mobilisation en faveur de l'égalité. Pour cette année qui vient, je nous souhaite ardemment de continuer à rêver et d'agir, parce que, comme le disent certains, la politique, c'est le rêve en action. Et je voudrais vous dire qu'en 2020, comme dans les années passées, vous me trouverez à vos côtés pour mener tous ces combats avec l'ensemble des associations, avec le CIDFF, avec le planning familial, avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, avec les Femmes Solidaires, avec toutes les associations de terrain qui sont 1300 à être financées et soutenues par l'État partout sur le territoire. 2020, enfin, et il est impossible de ne pas le mentionner, sera une année d'élection. On me dit parfois la politique dégoûte les femmes et c'est pour ça qu'il n'y a que 16% des femmes qui sont mères en France. Moi, je formule un vœu ici très clairement pour 2020. Je voudrais que tous et toutes, autant que nous sommes, on condamne fermement toute attaque sexiste vis-à-vis d'une femme candidate, et ce, quel que soit son parti politique, sans aucune exception, et quel que soit son lieu de candidature, sans aucune exception. Imaginez qu'il y a des candidats femmes. Moi, je voudrais que toute vidéo, tout photomontage dégradant sur les réseaux sociaux soit condamné, que toute insinuation que l'on réserve aux femmes, donc en général sur leur physique, sur leur vie privée,
sur leur vie sexuelle réelle ou fantasmée, sur leur qualité de mère, et bien que tout cela soit condamné. Je voudrais que l'on éradique les doubles standards qui font que les femmes doivent toujours prouver 2 fois, 3 fois, 10 fois plus que les hommes qu'elles sont sérieuses, qu'elles sont compétentes, qu'elles sont implantées, bref, qu'elles sont légitimes pour être candidates. Et je voudrais dire ici très solennellement que toutes les femmes candidates, cette année, aux élections municipales et dans les années prochaines, à d'autres élections, peuvent compter sur mon soutien sans aucune réserve face à toutes les attaques sexistes. Je le dis solennellement, là encore, ne rien laisser passer. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes devront être d'accord entre elles, et c'est heureux, c'est la démocratie. Mais vous avez remarqué aussi que quand 2 femmes ne sont pas d'accord, on va vite nous parler de crépage de chignon, alors qu'il n'était pas apparu en politique que les hommes entre eux se disaient après vous, non, après vous je n'en ferai rien, non, après vous, etc. Donc je crois que simplement, les débats politiques doivent avoir lieu sur les idées et pas sur les personnes et pas sur le genre des personnes. Je voudrais que nous n'oublions pas que derrière toutes les femmes qui peuvent être insultées, il y a des milliers de femmes qui entendent ces insultes, qui les voient et qui peuvent être par là dégoûtées et détournées de l'engagement démocratique. Pour conclure, je voudrais dire que je crois, maintenant en étant mère de 2 enfants dont une collégienne, avec la petite expérience que j'ai acquise de l'engagement avec les femmes, je voudrais dire que je crois qu'il nous est plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Et je crois qu'une des choses les plus difficiles pour les femmes, c'est de désapprendre tout ce que la société nous a fait apprendre et tout ce sur quoi nous nous sommes construites. Par exemple, l'extraordinaire politesse. J'ai regardé un film récemment qui racontait l'histoire d'une femme qui avait été kidnappée et séquestrée. Oui, je regarde aussi des films sur le sujet d'engagement. Et un monsieur lui disait, mais enfin, pourquoi vous n'avez pas dit non à l'homme qui vous a kidnappé quand il vous a demandé de monter dans la camionnette? Et la femme répondait, je ne voulais pas être impolie. Et l'homme lui dit, c'est incroyable, les femmes, ce qu'on est capable de vous faire faire parce que vous ne voulez pas être impolie. Et sans aller trop loin et sans faire de parallèles inconvenants, je voudrais dire qu'effectivement, nous sommes vraiment élevés dans cet attachement au care, aux soins, à l'attention à l'autre que nous devrions avoir. Nous serions naturellement plus gentils, plus dociles, plus tournés vers le soin des enfants, des personnes âgées, le fait de préparer les repas, de les dresser. Et je crois que nous avons trop peu appris à savoir dire non. Et je crois véritablement que ce non, il a une valeur politique. Je pense que le nom de Rosa Parks en 1955, il a une valeur. Madame, levez-vous pour nous laisser la place? Non. Et je pense qu'il y a maintenant de nouvelles générations qui ont appris à dire non et qui devant nous disent non et quelque part montrent l'exemple, même quand elles sont plus jeunes. Et je crois que c'est ça la génération égalité que nous allons célébrer au mois de juillet. Je pense par exemple à Greta Thunberg qui dit non aux pollueurs. Je pense aussi à Meghan Markle qui dit non aux paparazzi. Non. Et je pense qu'apprendre à dire non, apprendre à cesser de nous préoccuper de la manière dont notre politesse va être perçue en face est une difficulté, mais je crois que savoir rêver, agir ensemble et savoir dire non peuvent nous emmener très loin. Mesdames, messieurs, je vous prie de recevoir toute ma considération pour le travail accompli et à l'occasion de cette nouvelle année, je vous ai adressé certains des vœux sincères que je formule à vous, à toutes celles et à tous ceux qui vous sont proches, et très sincèrement du fond du cœur de ce magnifique endroit qu'est le CNAM, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2020.